temps modernes, les temps modernes. Notre ambition avec les temps modernes est de vous apporter des éclairages d'experts et des points de vue éthiques sur tous ces sujets qui pourraient broyer l'individu si l'on y prenait garde. 2020 aura-t-il bouleversé nos façons de travailler ? Incontestablement. Le télétravail, qui était jusqu'alors expérimental, voire installé sur un jour dans certaines entreprises, est devenu, du fait des circonstances exceptionnelles, la règle pour la plupart d'entre nous. Christophe Arnoux, bonjour. Bonjour Laurence. Donc vous êtes cofondateur du cabinet Evidence, donc qui est un cabinet de conseil aux dirigeants. Alors dans un certain nombre de domaines de prédilection, mais notamment tout ce qui concerne l'immobilier et puis l'aménagement des territoires et des espaces. Et puis vous vous êtes appliqué cette démarche autour de l'espace, mais cette fois-ci pour vos bureaux, vous l'êtes appliqué donc à vous-même, pour vos propres locaux, avec ce que j'appellerais des bureaux sans bureau, ou ce qu'on appelle aussi dans le langage, dans la novlangue, le flex office. Alors parlez-nous justement un peu de cette organisation agile dont vous défendez le modèle. Un espace correspond maintenant à un besoin. Alors Evidence, nous on accompagne les dirigeants qui fabriquent la ville et les bureaux de demain. Donc c'est vrai qu'on est au fait de ces tendances. Ça fait rêver déjà quand vous dites ça. On suit les tendances depuis une dizaine d'années. Rien n'est nouveau finalement à travers la crise qu'on est en train de vivre. Je pense qu'il y a une accélération qui touche tout le monde. Le télétravail, l'aménagement des espaces de convivialité, le fait de mettre un baby-foot, c'est pas nouveau. D'hier, c'est vraiment une tendance qui a peut-être émergé des États-Unis et qui a touché au départ les entreprises de la tech. On avait fait une étude d'ailleurs qui comparait les salariés des entreprises de la tech versus des salariés d'entreprises dites normales, et on voyait que le bureau avait une place vraiment cruciale à la fois dans le choix de l'entreprise. Les jeunes aujourd'hui, quand ils choisissent une entreprise, ils choisissent presque, j'ai envie de dire, le bureau. Il y a un attachement, et encore plus dans les jeunes générations, au lieu physique de l'espace. Donc vous parlez bien du lieu physique, géographiquement, là où on va aller travailler. Et donc nous, quand on s'est appliqué pour Evidence, alors il y a 2 ans, on a cherché des bureaux comme beaucoup de monde. On s'est dit alors déjà la localisation, parce qu'on sait que c'est l'élément le plus important pour les salariés, notamment franciliens. Quand on sait les problématiques de transport, on perd un temps considérable, sans parler des grèves de décembre 2019, dans les transports. Et c'est vrai que la première préoccupation des salariés, c'est combien de temps je vais mettre pour rejoindre mon travail. Et je pense qu'il y a quelques années, on attachait peu d'importance à ces questions. Quand on avait un travail, c'était déjà bien, et peu importe s'il fallait prendre la voiture, un train et un bus aujourd'hui, on est beaucoup plus attentif au temps, finalement à la gestion du temps et à la maîtrise du temps, notamment dans les transports, même si les nouvelles technologies permettent d'avoir ces zones un peu où on n'est ni au travail ni à la maison, et on est quand même en train de travailler. Donc le premier élément, c'était de choisir un lieu. Et à Paris, on a un quartier central des affaires, le fameux QCA, autour de l'Étoile, où se trouvent la plupart des sièges sociaux. Et donc assez naturellement, pour être au plus près de nos clients, les dirigeants, on a choisi cette localisation. Le problème des immeubles haussmanniens, ils sont très beaux, très haut de plafond, avec des belles moulures, mais c'est que c'est pas très pratique en termes de. Alors déjà, on capte pas toujours très bien, et puis en termes d'aménagement, on est assez contraint par rapport aux bureaux, on va dire plus modernes, plus récents. Et là, on avait une difficulté qui était que certes, on avait 200 mètres carrés, mais 4 salles, on va dire, principales. Et donc, quand on a une quinzaine de personnes dans ces bureaux, c'est difficile de pouvoir répondre à tout le cahier des charges, parce qu'on avait fait le tour de chacun en disant qu'est-ce que tu voudrais en termes d'outils, à disposition pour bien travailler. Et c'était impossible de répondre à toutes les demandes. Donc, en fait, on est venu à faire d'une contrainte, finalement, une opportunité, ce qui a été formidable pour la culture d'entreprise aussi. C'est ça, la créativité. Exactement. Quand on est consultant, on doit être agile, on doit s'adapter à toute situation. Et donc, on a aménagé les espaces, pas par rapport aux collaborateurs, mais par rapport aux besoins. C'est-à-dire que quand vous venez chez Evidence, chaque salle est attribuée à un besoin particulier. D'accord. Et donc, naturellement, le matin, quand vous arrivez, selon l'activité que vous allez avoir à ce moment-là, vous allez vous diriger soit vers ce qu'on a appelé la bibliothèque, si vous voulez travailler avec un collaborateur sans déranger les autres, soit vous allez aller en Zen Room, désolé pour les termes, mais en salle de silence. Non, Zen, ça n'a pas un anglicisme, jusqu'à présent, ça va encore, ça passe. Pour pouvoir
pouvoir travailler, produire sans être dérangé. Ouais. Ou alors vous allez aller dans ce qu'on a appelé un peu la salle des profs, où il y a chacun va retrouver un casier pour ranger ses affaires et pouvoir poser ses affaires le matin et travailler, mais tout en ayant conscience qu'il peut y avoir du bruit, donc faut pas s'offusquer si quelqu'un est en train de téléphoner. Et enfin, un espace qu'on a appelé Creative Room, qui va vraiment être dédié aux réunions, aux ateliers de créativité et aux accueils clients, qui est très important pour notre activité de conseil aux dirigeants. Donc, ce qui veut dire que si je travaille chez Evidence, quand j'arrive, dans les heures qui viennent, en fonction de ce que j'ai à faire, je vais m'installer dans des endroits différents. Tout à fait. Génial. Et on a vu une étude qui disait que pour être efficace, il faut travailler à 3 endroits différents dans une journée. Et je pense que nous, chez Evidence, on est plutôt à 5 ou 6 lieux différents dans la journée. C'est le jeu de loi, vous changez de voilà, vous déplacez au fur et à mesure. Et en fait, alors, pour rien vous cacher, au début, on se demandait si ça allait fonctionner, parce qu'il y a la théorie et la pratique. Et on avait fait une sorte de petit règlement intérieur en disant, voilà, dans chaque salle, ce que vous avez le droit de faire et pas le droit de faire. Et en fait, on n'a pas dû faire les gendarmes pendant très longtemps. Je dirais au bout de quelques semaines déjà, chacun avait pris conscience et surtout respecté les autres. Parce qu'en fait, c'est une question de respect de l'autre. Les craintes, au départ, c'était de dire mais comment ça va se passer le matin si j'ai pas de place, qui est un vrai sujet. On va reparler de la solitude, donc, mais qui est une vraie inquiétude. Pardon de vous interrompre à ce stade, mais il y a quand même toujours un peu le mythe de l'endroit attribué. C'est-à-dire que je travaille là où j'ai un endroit défini, ce qui était un peu, alors vous êtes un peu plus jeune que moi, mais on a connu, moi j'ai connu l'époque en entreprise où on avait chacun notre bureau fermé, mais j'ai vu aussi nos assistantes ou nos secrétaires avec, elles avaient leur ordinateur, leurs photos de vacances, les photos de leurs enfants, et si on bougeait une agrafeuse, c'était un drame, ou si vous aviez pris un autographe, c'était très compliqué. Ça, c'est fini, ça, on est d'accord. Oui, ça c'est les années 90. Ouais. Moi j'ai travaillé dans un grand Merci groupe de me rappeler. industriel. Non, j'ai travaillé dans un grand groupe industriel à cette époque, et c'est vrai. C'était pour rebondir à ce que vous venez de dire. Le bureau était représentatif de la fonction qu'on occupait dans l'entreprise. Et donc dans l'entreprise en question, selon la taille du bureau, la couleur de la moquette, la couleur de la lampe, on n'avait pas le même statut dans l'entreprise. Je pense aujourd'hui, il y a plus du tout ce besoin. En tout cas, nous, ce qu'on voit dans peut-être les plus jeunes générations, ils n'ont pas un besoin de reconnaissance par rapport au bureau qu'ils vont occuper. En revanche, ils sont extrêmement attentifs au confort. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on a aussi voulu prendre en compte. Donc, avoir des canapés, des fauteuils très confortables, à la lumière. C'est quelque chose que on sous-estime parfois, la lumière du jour, ce qu'on appelle en premier jour dans des bureaux. Ouais. C'est sûr que ça joue sur le moral, c'est prouvé. Et puis, enfin, sur la possibilité d'avoir des moments de convivialité, des échanges, qu'on appelle la sérendipité, c'est-à-dire la fameuse machine à café, quand on se déplace et qu'on va à la machine à café, on tombe sur quelqu'un. Moi, je dis toujours, c'est l'agora dans l'entreprise, c'est là où ça se raconte. Le télétravail ne pourra pas le remplacer. Ça, c'est clair. Et donc, de penser les bureaux avec ces espaces qui permettent d'interagir avec spontanéité et de pouvoir continuer ce lien social, parce que le bureau reste le premier réseau social, et ça, c'est important de le dire, parce que je pense que les salariés sont extrêmement attachés et vont au bureau, finalement, pour les autres, pas forcément pour travailler, mais pour les autres. Juste une chose, on reviendra là-dessus parce que c'est une dimension qui est importante, mais finalement, les nouveaux bureaux que vous décrivez, ou la façon d'organiser la journée de travail de demain, c'est aussi l'anti-open space, parce qu'on a beaucoup décrié les open space, alors que moi, que je comparais presque à des poulets élevés en batterie, c'est-à-dire que tout le monde sur des espaces, alors soit très bruyants, soit au contraire hyper silencieux, et c'est presque angoissant, mais avec un espèce de nivellement. Et là, il y a beaucoup plus de souplesse, puisque vous parlez, le terme d'agilité revient souvent. On a souvent dit l'open space, finalement, c'est nul, on n'arrive pas à se concentrer, on est dérangé, il y a des gens derrière soi, donc on a l'impression qu'il n'y a pas de confidentialité, c'est anxiogène. Et là, c'est encore une nouvelle génération de bureaux, ce que vous nous décrivez.
Oui, alors je ne sais pas trop ce que veut dire flex office, on parle beaucoup de cette terminologie. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'open space va disparaître, ça c'est une évidence. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde, parce que même les études le prouvent, les salariés qui sont en open space se sentent, alors ce qui est assez paradoxal, se sentent isolés, parce que finalement on est dans sa bulle et on souffre du bruit, de la gêne des autres finalement. Et donc c'est une vraie problématique, le bruit, j'en ai pas parlé aussi avec D'ailleurs, on voyait souvent dans les open space, on voit encore des gens qui ont des casques toute la journée, parce que c'est le moyen qu'ils ont trouvé de s'isoler. Donc d'avoir des casques anti-bruit, d'avoir un fond de musique pour pas entendre les autres. Donc finalement on est au bureau, mais on est déconnecté, enfin on n'est plus dans le lien social. Et ça c'est très dangereux parce qu'on s'en rend pas compte. Je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, sur l'isolement qui est vraiment le mal du siècle. Le fait d'être à distance, on peut tout à fait le comprendre, et il faut mettre des moyens, et là on en reparlera, je pense que le management a un rôle clé dans cette nouvelle pratique. En revanche, quand un salarié est avec un casque, c'est très difficile de déceler son isolement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de collaborateurs qui sont dans une situation d'isolement, de peur, de peur pour eux, sans que ça soit très visible pour l'entreprise. Et finalement, on est encore dans la santé mentale au travail. Hein. Ce bien-être au travail, il peut être chez soi, il peut être aussi sur le lieu de travail. Quand vous êtes rentré dans cette dynamique, est-ce que dans vos équipes, je pense notamment aux managers, alors pas aux dirigeants, parce que j'ai compris que vous étiez 3 dirigeants extrêmement dynamiques, mais est-ce qu'il y a eu des freins pour ce nouveau modèle ? Est-ce que vous avez senti que ça coinçait un peu ? Non, la crainte, c'était effectivement donc le matin de ne pas savoir où aller, donc un peu le manque de repères. Ouais. Et puis le fait de se dire où est-ce que je vais pouvoir téléphoner, parce que nous on est beaucoup au téléphone avec nos clients, et donc c'était de dire par rapport à l'espace qu'on avait, c'était pas évident de dire on va pas faire des salles dédiées pour le téléphone, c'est un peu compliqué si plusieurs personnes téléphonent dans la même pièce. Et en fait, je pense que le fait d'avoir des repères, des règles, ça a permis de assez facilement de régler un certain nombre de problèmes, c'est-à-dire que les gens maintenant inconsciemment se dirigent vers l'espace qui doit être alloué par rapport à la tâche qu'ils vont effectuer. Et puis les gens apprennent à travailler ensemble aussi, ça c'est important, le fameux vivre ensemble, le respect, de savoir que voilà, quand on est au téléphone, on n'est pas obligé de crier, on n'est pas obligé d'y passer 1 heure, et donc c'est toutes ces choses qui font que ça s'est fait assez facilement finalement. Alors, vous parlez du téléphone, il y a quelque chose que vous m'avez dit quand on a préparé l'émission, et ça c'est valable aussi quand on est en télétravail, c'est de prendre l'habitude par exemple de téléphoner debout ou en marchant. Oui, parce que ça permet au moins de bouger, de quitter son poste de travail quand vous êtes chez vous et que pendant des heures vous êtes recroquevillé sur votre portable. Ça vaut peut-être le coup de vous dire à chaque fois que je suis au téléphone, je me lève. Moi je l'ai beaucoup fait. Donc ça fonctionne chez vous, c'est ce que j'ai cru comprendre. Oui, hein. C'est très bon pour la santé. Et on a même une table haute pour pouvoir travailler aussi en étant debout. Oui. Beaucoup d'études montrent que c'est très bénéfique de changer de position et aussi de travailler en posture debout. Avec des bureaux qui se relèvent, donc ça c'est intéressant. Mais en fait finalement, cette crise, nous qui sommes des acteurs et des conseils de tous ceux qui pensent le bureau de demain, on pense que c'est une formidable nouvelle. C'est une opportunité, une bonne nouvelle parce qu'on ça, s'intéresse au bureau. Et on va changer intrinsèquement le bureau pour pouvoir en faire un espace de vie. Et ça, je pense que finalement, moi je ne crois pas du tout à la fin du bureau, mais au contraire à un nouveau type de bureau. Donc ça va peut-être faire le tri dans le parc existant. Mais en tout cas, je pense que c'est une bonne nouvelle. Avant, on ne s'intéressait pas à tous ces sujets sur le bureau, sur l'aménagement, sur le fait que ça soit un élément important dans le choix d'une entreprise. Donc en termes de marque employeur, c'était des questions qui étaient peu traitées. Aujourd'hui, ça fait la une quotidiennement de la presse, le clair. Rapport au bureau. Ouais. Alors, vous avez opté pour le 100% au bureau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors, plus ou moins, j'imagine qu'il y a une variable d'ajustement peut-être, mais en tout cas, vous privilégiez le fait que les gens viennent au bureau. Le métier de conseil, d'une manière générale,
c'est vraiment l'intelligence collective qui fonctionne. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas travailler seul dans notre métier. Hein, on a besoin des autres. Et ça fait partie aussi de notre culture d'entreprise où personne est seul sur un dossier, sur une mission. On est au moins 2. Et donc, c'est vraiment notre mode de fonctionnement. Et c'est vrai que même pendant le confinement, moi, on était assez inquiets de voir comment cette intelligence collective allait pouvoir fonctionner. Est-ce qu'on allait perdre en créativité? Et finalement, on a réussi à avoir des rendez-vous. Alors là, les outils facilitent les choses. Je pense que c'est possible quand on n'a pas le choix et quand c'est des dossiers qui étaient déjà existants. C'est plus difficile quand on démarre des nouveaux sujets. Mais on a réussi à passer cette période de confinement. Mais dès le déconfinement, tout le monde est revenu au bureau. Alors on respecte les gestes barrières, on fait très attention, on aère, on met les gestes, enfin on met les masques, on est très vigilant sur ces pratiques. Bien évidemment, on respecte aussi actuellement les histoires de cas contacts, qui sont aussi une nouveauté à gérer dans le management. Bien sûr. Mais les équipes vraiment avaient besoin de venir. C'est pas parce que certains étaient dans des petits appartements, parce que c'est vrai qu'en région parisienne c'est compliqué de pouvoir travailler avec des enfants en bas âge, de pouvoir rester dans un petit espace. Mais à côté de ça, bien sûr il y avait ces raisons, mais aussi le fait que on travaille mieux à plusieurs et on est beaucoup plus efficace. Et parfois des petites interrogations, des petits blocages peuvent se résoudre en une discussion à la machine à café, tout de suite, immédiatement. Et en direct, en live. Exactement. Bon. Vous aviez justement, je crois, quelques chiffres à nous partager concernant les interactions et le sentiment d'être heureux au bureau. Alors, dites-nous en plus. Alors, on a créé avec l'Institut IFOP pour la société foncière lyonnaise qui détient des bureaux à Paris, on va dire premium, haut de gamme. On a développé il y a 7 ans une étude Paris Workplace qui interroge chaque année 2000 salariés sur leur niveau de satisfaction par rapport à ce que fait une journée de travail. Donc, c'est l'espace, l'aménagement, la localisation. Voilà. Et l'année dernière, alors c'était avant ce qu'on est en train de vivre, mais on s'est intéressé justement à ces questions d'importance d'interaction, parce que déjà à l'époque, et encore une fois c'est pas une tendance nouvelle, le télétravail, déjà certains disaient c'est l'avenir. C'est une tendance qui s'accentue, c'est-à-dire que ceux qui disaient je fais une journée, aujourd'hui vont peut-être dire je fais 2 jours, mais ça veut pas dire que tout le monde fera 100% de télétravail. Et après on s'est dit mais quand on va au bureau, c'est pour les autres. Donc, quel est le niveau nécessaire d'interaction pour être efficace? Et 2, est-ce qu'il ne faut pas dépasser un certain seuil pour qu'au contraire, on pète les plombs parce qu'on est surmené, on est trop dérangé, on est trop au contact des autres. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que l'étude révèle que, en gros, il faut environ 3 et 10 interactions différentes, en face à face ou au téléphone. Donc échange contact, dans une journée. Voilà, d'accord. Et quand on dépasse les 20 en une journée, là ça devient critique et on voit le bien-être qui diminue. D'accord, donc là on est dans la courbe, on passe du côté obscur de la force. Mais en tout cas, ce que vous dites, c'est que la fourchette, elle est entre 3 et 10, c'est ça? C'est ça. Donc c'est nécessaire. Les autres sont utiles, nécessaires au travail et qu'on ferait à notre bien-être. Oui, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais ça, on n'en doutait pas, parce que je pense qu'il y a effectivement beaucoup de gens qui nous ont manqué. Alors certains de notre famille qui étaient éloignés, mais aussi nos collègues qu'on aime bien, ou nos supérieurs, ou nos assistants, enfin peu importe. Dans certaines entreprises, on disait retour au travail, mais je pense que les salariés qui étaient en télétravail n'avaient pas le sentiment de ne pas avoir travaillé. Tout à fait. Ça montre aussi un peu l'état des mentalités. Le niveau de confiance, il doit être là dans les 2 situations. C'est vrai que un des avantages du télétravail, c'est peut-être que ça a obligé certains à respecter déjà les horaires, parce que quand on fait un Teams, il faut être à l'heure. Et puis, alors au début, c'était en vidéo, donc après un peu moins en vidéo. Mais voilà, Teams, Zoom, Skype, tout ce que vous voulez, tout ce qui existe. Quand tout ce qui existe, WhatsApp, plusieurs, peu importe, Slack, enfin tout, voilà. D'ailleurs, je fais une parenthèse, mais c'était aussi une bonne nouvelle, parce que c'était un formidable accélérateur pour que l'ensemble des collaborateurs soient agiles avec ces outils, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Mais donc toutes les générations n'ont pas eu le choix, sous la contrainte de s'équiper et de savoir utiliser tous ces outils modernes et technologiques. Mais donc, au départ, en tout cas, un peu moins après, quand les gens coupaient la caméra et pour des raisons de réseau, c'était un peu l'excuse. Mais au début, ça obligeait à tenir les délais des débuts des réunions, de fin de réunion, et à être très attentif parce qu'on était visible à l'écran. Voire bien habillé. Voire bien habillé.
Donc ça, c'est important, et je pense que c'est des choses qui vont rester, et tant mieux, parce que si on peut travailler, il y a forcément des réunions qu'on peut faire à distance aussi efficacement qu'en physique, et si ça peut éviter de perdre du temps dans les transports, et si c'est bon pour la planète, c'est encore une fois voilà, parce que ça joue sur d'autres tableaux, vous avez raison. C'est-à-dire que j'entends parler d'expériences d'entreprises qui disent finalement, on met nos bureaux à disposition d'autres entreprises qui, quand on n'est pas là, peuvent venir les occuper à temps partiel, et des équipes peuvent se retrouver ailleurs. Alors on parlait de la région parisienne, hein. Nous, on est plutôt ici, à l'ouest de Paris, mais si on a un certain nombre de collaborateurs qui sont au nord, au sud, à l'est, peu importe, avoir des bureaux que l'entreprise louerait dans d'autres entreprises ou dans d'autres sièges, quelques heures, quelques jours, et puis aller au-delà des espaces de coworking qui existent, hein, mais qui étaient avant plutôt pour les indépendants, pour le coup, et qui maintenant sont investis aussi par des salariés. C'est quelque chose que vous voyez aussi, vous qui aménagez des bureaux? Oui, ou qui conseillez plutôt sur l'aménagement des bureaux. Oui, c'est vrai, vous parliez du coworking, toutes ces offres s'adaptent aux nouvelles demandes, et on voit un certain nombre de grandes entreprises qui, en plus de leurs bureaux traditionnels, vont temporairement dépêcher une équipe projet pour encore plus faciliter le travail en équipe dans un lieu, dans un fameux tiers-lieu qui peut d'ailleurs être aux couleurs de l'entreprise ou pas, hein, peu importe, mais en tout cas tout ça, pour moi c'est temporaire, c'est-à-dire que c'est ponctuellement de pouvoir avoir accès à un espace qui permet de travailler avec d'autres et donc d'éviter de perdre trop de temps dans les transports. C'est je pense une bonne solution, mais ça doit rester temporaire. Je pense que le lien doit rester avec vraiment son bureau d'appartenance, et il ne faut pas. Donc vous ne voyez pas isoler. encore la fin des bureaux. Alors vous me direz, d'un autre côté, vous avez peut-être un intérêt à ce que les bureaux ne s'arrêtent pas tout de suite, mais c'est pas encore une tendance, parce qu'on a vu quand même certaines entreprises qui rendent leurs bureaux. Alors je pense plus particulièrement à des sociétés de services avec des activités peut-être très particulières, je pense à l'événementiel ou à des gens qui ont fait le choix de dire on sera que en coworking ou en télétravail, et de rendre des locaux. Mais pour l'instant, c'est encore un signal faible, c'est pas encore une tendance lourde. Bon, après, il y a la contrainte économique. Oui, sans doute certes. Certaines d'entreprises n'ont Qui, pas le choix. En région parisienne, n'est pas négligeable. Ce qui n'est pas négligeable. Donc, il peut y avoir aussi une baisse des loyers qui peut aussi permettre de rattraper certains. Mais oui, non, je crois, pour répondre à votre question, je crois absolument pas à la fin du bureau. Je pense au nouveau bureau. C'est-à-dire que finalement, on s'est rendu compte à quel point on était content de pouvoir retrouver ses collègues, d'avoir accès à... Parce qu'on parle du bureau, mais je pense qu'il faut aussi avoir en tête que le bureau, c'est le quartier, c'est l'environnement aussi, oui. qui est autour du bureau. Et ça, c'est vraiment très important d'aller dans un endroit où on va avoir accès à des services, bien sûr de restauration, mais on va avoir même peut-être plus de services qu'on peut avoir à son domicile. Donc le salarié aussi, quand il retourne au bureau, c'est certes pour les collègues, pour travailler avec l'intelligence collective, mais aussi pour avoir accès à des services. Et donc je pense que ça aura un impact peut-être dans le choix de la localisation de bureaux pour certaines entreprises. Dit autrement, peut-être que des grands campus qui sont à 1 heure de Paris... Vous parlez d'université, là pour le coup. Pardon, de campus, c'est de sièges d'entreprise. D'accord, de sièges, oui. Peut-être des sièges qui vont être à 1 heure de Paris sans commerce, sans commodité à côté. Ça peut être plus difficile demain par rapport à des bureaux qui sont en centre-ville avec accès à une offre large. Il y a un mythe quand même qui s'est créé un peu là après, au moment du déconfinement, où il y a un certain nombre de personnes qui se sont dit mais finalement, qu'est-ce qu'on fait en région parisienne, puisqu'on peut travailler chez nous? Pourquoi on n'irait pas acheter une jolie petite maison de campagne à l'autre bout de la France, finalement partir vivre en province pour télétravailler? Est-ce que vous y croyez, vous, quand on a, alors on va dire, un minimum de responsabilité? C'est une utopie ou c'est quelque chose qui va se faire? Je pense que non, effectivement, les études et puis ce que disent les professionnels, là plus pour la partie logement, le confirment de mois en mois. Il y a une frange de la population, peut-être des grandes villes, qui ont pris conscience qu'ils pouvaient avoir en termes de qualité de vie, et puis la peur d'un reconfinement, parce que je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, on va peut-être devoir, comme certains le prédisent, vivre avec, et que ce qu'on est en train de vivre actuellement, ça peut se reproduire. Donc, il y a des nouveaux
nouveau projet de vie, c'est certain. Après, de là à faire une grande tendance qui touche, qui vide les villes, je pense qu'on n'en est pas là encore. On n'en est pas là. On le verra peut-être pas nous, en tout cas. On verra. Et tant mieux pour certains territoires, parce que c'est vrai qu'on parle de 5G, on parle d'un certain nombre de choses. Bien sûr. Et c'est une bonne nouvelle aussi que on s'intéresse aux autres territoires que uniquement aux métropoles, et donc ça peut peut-être accélérer aussi, encore une fois, des prises de décision.